merci d'être là pour cette table ronde sur les 25 ans du CFIA, 25 ans des trophées d'innovation. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, et même si ça ne se voit pas pour tout le monde, on a 25 ans. Enfin, le CFIA a 25 ans, c'est ça que je voulais dire. 25 ans de CFIA, c'est aussi 25 ans d'innovation. Et à cette occasion, quelques exposants qui ont reçu le trophée de l'innovation sont ici pour témoigner de leur aventure entrepreneuriale, de leur démarche d'innovation au service du secteur agroalimentaire. Donc je suis très heureuse d'accueillir ici sur ce plateau Patrice Michaud, directeur de Conceptogramme, qu'on applaudit. Laurence Marie B, chef de marché agroalimentaire chez André Sauser. Éric Lenormand, directeur technique de Gelt. Cécile Chaptal, Key Account Manager chez Limagrain. Jean-Philippe Varenne, président de Paquinov. Fabrice Marsalon, directeur général de Clogère. Et Sébastien Pierron, responsable département agroalimentaire chez Ami Ingrédients. Alors, avant de passer la parole à chacun, je voulais rappeler que les trophées de l'innovation ont été mis en place dès la création du CFIA pour soutenir l'innovation, participer à la valorisation des compétences et du savoir-faire dans les entreprises. À la fois reflet des enjeux du secteur agroalimentaire et aussi accélérateur du marché, les innovations primées ont toujours eu les mêmes objectifs, c'est-à-dire accompagner les entreprises, proposer aux consommateurs des produits répondant à leurs attentes et avoir des usines toujours plus performantes, plus sécurisées et décarbonées. Alors, on va voir ici, nous avons un panel d'exposants dans les différents domaines représentés sur le salon, donc à la fois procédés et équipements, emballage, conditionnement, ingrédients, qualité. Et nous allons voir pour chacun d'entre eux quels ont été leur parcours d'innovation et l'apport des trophées. Dans le domaine des process, si on regarde cas par cas, secteur par secteur, dans le domaine du process, dès le lancement des trophées, 1997 quand même, je rappelle, à l'époque il y avait une catégorie de trophées. Les nouveautés ont concerné l'optimisation du contrôle des procédés, et également la préservation de la qualité des produits. Et puis petit à petit, d'autres thèmes ont émergé, comme les économies d'énergie, l'automatisation ou la digitalisation. Alors je passe tout de suite la parole à Patrice Michaud de Conceptogramme. Donc vous avez remporté en 2015 un trophée pour une doseuse automatique de 100 tons dans les galettes des rois, ce qui est quand même pas banal. Je voulais que vous nous racontiez d'où vous était venue l'idée et ce qui s'est passé depuis. Alors, un parcours depuis 2015, effectivement, qui a fait grandir l'entreprise, hein, forcément. Donc, l'innovation, c'était un industriel qui demandait comment automatiser le dosage de 100 tons dans les galettes des rois. Tout ça pour déjà démarrer pour les TMS, hein, troubles musculo-squelettiques. Hein. Et puis après aussi pour une qualité, puisqu'à l'époque, il avait des brisures qu'il retrouvait dans sa pâte. Et puis du coup, la pâte était gaspillée, c'était jeté, quoi. Donc on s'est impliqué dans le projet. Et on a conçu avec le bureau d'études une machine répondant à tous ces critères. Il y a eu quand même pas mal d'heures de recherche et développement. Pour une petite entreprise comme la nôtre, à l'époque, on était 4 fois moins. Alors, on est 12 personnes aujourd'hui. Hein. Donc, Entre le moment où vous avez commencé à réfléchir au projet et le moment où la machine est sortie de l'atelier? Il y a eu 8 mois à peu près qui se sont écoulés. Donc, 8 mois. Dans l'idée aussi, c'était de faire une performance déjà pour nous aussi et pour le client.
Et donc les 8 mois passés, forcément, on est passé par des étapes, des phases comme tout le monde peut avoir ici, je pense. Hein, déception, on reprend et on y va. Sans compter qu'à côté de ça, il y avait d'autres projets hein, qui étaient là dans l'entreprise, quoi. Et du coup, la performance, je dirais qu'on a fini par l'atteindre en travaillant force, hein, par force, quoi. Hein, voilà. Aujourd'hui, je dirais que ça nous a fait évoluer dans nos machines parce que du coup, cette performance, on l'a atteinte tous ensemble et ça nous a permis de développer des nouvelles machines qui progressent encore, qui progressent toujours et qui vont être les machines de demain. Alors peut-être pas dans le domaine de la galette des rois. Non, non parce que c'était... Cette fois, ça y est, les centons sont dosés automatiquement. Voilà, les centons sont dosés automatiquement, donc on va pas refaire dans ce domaine-là, mais ça nous a permis d'évoluer sur des nouvelles machines qui aujourd'hui peuvent être équipées de caméras, qui peuvent être équipées aussi, qui peuvent maintenir les produits en froid. Tout ça, ça a été une évolution qui est arrivée, je dirais, grâce à ça, et puis c'est grâce aussi aux clients, parce que c'était la demande du client au départ, quoi. Alors, je rappelle quand même que l'objectif de cette machine initiale, c'était bien évidemment de lutter contre les TMS et d'éviter les manipulations manuelles. Mais c'était aussi de ne pas décevoir les enfants, pour qu'il y ait effectivement un centon dans chaque galette des rois et pas deux. Et pas deux. Ou par jeu, il peut y en avoir deux. Voilà. Donc, mission accomplie avec cette machine. Alors, je passe au témoignage de Clogère. Voilà, Monsieur Marsalon, je vous passe la parole. Alors, cette fois, on revient à peu près à la même époque, puisque c'était en 2016. Clogère avait obtenu un trophée de l'innovation dans la catégorie procédés et équipements pour une pile énergétique. Hein, comme quoi, on parlait déjà, bien évidemment, énergie, bien évidemment, nouveauté et innovation dans le domaine de l'énergie. Alors, racontez-nous, vous aussi, comment ça s'est passé pour cette innovation. Je crois que vous avez eu quelques petits soucis sur ce produit lui-même, mais comme toujours, ça a permis aussi de déclencher tout un processus au sein de l'entreprise qui vous permet aujourd'hui de vous positionner sur cette thématique énergie. Racontez-nous. Oui, effectivement, l'innovation 2016, là, c'était une pile énergétique, c'était capacité à pouvoir stocker de l'énergie chaude, notamment dans un ballon, on va dire. Donc c'était le début de la transition énergétique. Effectivement, on est le bon contre-exemple, puisque on a effectivement gagné le trophée de l'innovation, mais c'est une innovation qu'on n'a pas industrialisée. Parce que beaucoup de problèmes, notamment sur la stabilité du produit, sur le développement. Donc, déjà, une des choses que l'on a pu apprendre, c'est de la manière dont il faut gérer une innovation et les différentes étapes nécessaires pour l'amener au bout. Donc, plutôt centraliser techniquement, avoir une équipe centrale qui maîtrise les procédés pour aller au bout. Et puis que finalement, il faut découper le process pour avoir une chance d'aller au bout. Mais en tout cas, voilà, c'est... Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir la bonne idée. Il faut avoir la bonne idée au bon moment et pouvoir la mener au bout. La bonne idée, je pense qu'on l'avait. Le trophée, la pub, etc., on l'a eu. Peut-être un peu trop tôt, même pas. Effectivement, un peu trop tôt. Ce qu'on a appris également, c'est la maîtrise de la techno. Parce qu'effectivement, c'était une rencontre avec une personne qui faisait vraiment de la R&D tout au départ. C'était des nanocapsules qui prenaient de l'énergie et puis qui étaient censés le relâcher. Et le projet, en tout cas, était très intéressant à la base. Mais par contre, dans la réalisation, ça s'est avéré extrêmement difficile. Mais effectivement, malgré tout, ça a lancé la dynamique transition énergétique, prendre soin de l'énergie. Et puis donc, ça nous a amené en tout cas à mieux gérer nos innovations, la suite des innovations. Et ça a lancé toute une dynamique de réflexion là-dessus. Donc, malgré tout, très positif. Très positif également parce que on a échoué, mais on a appris. Hein, je crois que c'est un peu le principe. Donc, dans tous les cas, positif. Après, je sais que nous... Je crois qu'on a répondu, enfin on participe, ça fait 5 fois qu'on a participé 5 fois au Trophée de l'Innovation, on en a gagné 2, mais chez nous c'est important en tout cas, donc on aime ça. Ça montre aussi que vous persistez dans votre dynamique d'innovation et que
vous avez chaque année des beaux projets à présenter. Ouais, effectivement, l'innovation chez nous, c'est important. Moi, je compare l'innovation un petit peu au sport, hein. Nous, on est plutôt une société sportive, entre guillemets, et le sport, c'est difficile de s'y mettre et c'est difficile d'arrêter. Oui, ça, effectivement, oui. Mais l'innovation, c'est un petit peu pareil pour moi. Pour nous, c'est difficile de s'y mettre parce que c'est pas facile. Il y a des échecs, ça coûte des sous, parfois ça fonctionne pas bien. Mais une fois qu'on a goûté à ça, c'est assez addictif. Un petit peu comme le sport, où quand on s'y est mis, c'est difficile de s'arrêter. Donc c'est parce que c'est dur que finalement c'est bon, quoi. Donc voilà un petit peu. Bon, je vais y réfléchir alors. Enfin, sur le sport, hein. D'accord. On continue sur le domaine procédés, équipements, et on va passer à l'instrumentation avec André Sauzer et Laurence Maribé. Donc André Sauzer a obtenu 2 trophées, je crois, un en 2003 pour une électrode pH sans verre. Donc là, je pense que c'était plus l'aspect sécurité qui était mis. Très très important. Et puis un peu plus tard, je regarde mes notes pour savoir en quelle date, en 2018. Cette fois, c'était pour un capteur de température avec auto-étalonnage. Donc là, je pense que ça répond plus à une préoccupation vers une instrumentation plus précise, plus connectée. Donc racontez-nous ce cheminement pour André Sauzer et ces longues années d'innovation. Je pense que pour cette entreprise, c'est aussi au cœur de la dynamique. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous, André Sauzer, moi ça fait 10 ans que je travaille chez André Sauzer et donc 10 ans que je fais le CFIA et qu'on présente un produit au moins pour chaque trophée d'innovation. Et c'est vrai qu'on avait vraiment été ravis d'être récompensés pour TrustSense. Donc TrustSense, c'est en fait un capteur de température qui dispose d'une fonctionnalité d'autocontrôle en continu et qui permet en fait tout simplement de détecter en temps réel une dérive en fait de la mesure. Donc clairement en fait on a répondu à une vraie problématique des industriels aujourd'hui en mesure de température, puisque c'est un point critique, hein, la température notamment dans tout ce qui est traitement thermique, la pasteurisation, la stérilisation. Donc on touche aussi à la sécurité des produits, que de savoir finalement si ma mesure est toujours juste entre 2 étalonnages, puisque aujourd'hui c'est vrai que les étalonnages sont régulièrement faits, mais ça reste quand même une fréquence de 1 fois par an. Donc c'est-à-dire que sur 12 mois, on a vraiment 0 visibilité, on navigue à l'aveugle, et ce capteur permet justement d'être informé en temps réel, de savoir dès qu'il y a une dérive pour pouvoir éviter les non-conformités, réduire justement ce genre de problème. Plus généralement, pour la dynamique d'innovation dans votre entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment central? Comment est orienté? Comment vous suivez la demande des clients industriels de l'alimentaire? Alors tout à fait, c'est vrai que c'est un produit central dans la mesure où on va vraiment innover, nous, de plus en plus, justement, pour aider les clients à fiabiliser les process, la mesure. Et donc, toute notre gamme de produits tourne autour de ce genre d'innovation aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est demandé par nos clients. Ouais. D'accord. Alors, vous voyez qu'avec ces 3 exemples, on voit déjà pointer quelques tendances et on rebouclera sur les tendances d'évolution des innovations, mais que ce soit sur l'automatisation, la lutte contre les TMS, que ce soit sur la maîtrise de l'énergie, que ce soit sur l'entreprise connectée, et puis la maîtrise des procédés. On voit là une évolution de l'entreprise agroalimentaire qui se perfectionne et essaye de fiabiliser ses procédés. Alors là, on va passer dans un autre domaine qui est celui des ingrédients. Et je me tourne vers Cécile Chaptal de Limagrain Ingrédients. Alors, Limagrain Ingrédients a eu son premier trophée en 2003. Oui, on participe au CFIA depuis de nombreuses années, effectivement, et on a eu un trophée en 2003 et un trophée en 2020. Ouais. Voilà. Et donc en 2003, alors tenez-vous bien, parce que ceux qui parlent des nouvelles tendances Clean Label, nouvelles tendances, oui, nouvelles, pas si nouvelles que ça finalement, on va dire, parce qu'en 2003, c'était déjà un produit pour remplacer l'amidon modifié et les hydrocolloïdes.
pour avoir une déclaration simple et compréhensible en tant que farine de blé. Donc, comme quoi, voilà. Et effectivement, en 2020, c'était CereClean, une autre solution Clean Label. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste peut-être et comment cette tendance Clean Label finalement irrigue un peu vos projets. Donc effectivement, on est dans le domaine des ingrédients. Depuis 30 ans, on travaille sur ce qu'on appelle des farines fonctionnelles. Donc le principe d'une farine fonctionnelle, c'est une farine native de blé, de maïs, etc., qui subit un traitement thermique. Ce traitement thermique va permettre à la farine d'acquérir un certain nombre de propriétés, et notamment par exemple de la viscosité, dans le cadre de la farine Westhoff Wheatmiller qui a gagné le trophée en 2003. Et grâce à cette viscosité, elle va pouvoir substituer par exemple des amidons. Alors c'est vrai que chez nous dans le groupe, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Limagrin, qui est une coopérative agricole, et cette coopérative est 4e semencier mondial. Donc on a la chance de pouvoir bénéficier de la technologie, de leur expertise de création variétale, et c'est donc en choisissant des variétés bien spécifiques qu'on va pouvoir ensuite leur associer ce traitement thermique et leur donner des fonctionnalités. Donc la Miller, c'était pour substituer les amidons. Et le CereClean, en 2020, c'était aussi une association avec une farine fonctionnelle de blé et une farine fermentée, qui là nous permet de substituer des conservateurs. Par exemple, dans un pain de mie ou dans des produits comme ça, on peut substituer le sorbate de potassium, par exemple, ou l'alcool en pulvérisation, qui vont permettre de conserver le produit par en fait, une déclaration d'un produit qui s'appelle farine de blé, farine fermentée de blé. Et je crois que cette année, vous avez été également nominé. Oui, cette année, on a été nominé pour une farine de blé jaune. Donc là, c'est également 20 ans de travail pour créer une variété naturellement jaune qui va, à ce moment-là, être transformée en farine et pouvoir, là, on travaille maintenant sur le remplacement des colorants dans une brioche. On a besoin de beaucoup de colorants en France puisqu'on aime les brioches qui sont très jaunes. Et bien, en fait, avec une farine de blé, on va pouvoir substituer ces colorants. Donc on va passer d'un étiquetage bêta-carotène E160, que le consommateur n'aime pas trop, par un étiquetage farine de blé. Écoutez, je vous remercie. Alors, on reste dans le domaine des ingrédients. Monsieur Pierron d'Ami Ingrédients, je crois que pour vous aussi, la tendance Clean Label est une constante montante. On peut peut-être dire ça comme ça. Oui, depuis de nombreuses années, on voilà, sent pour les que le sociétés Clean Label... que vous représentez. Donc, vous aviez eu un prix en 2019 pour Meltech de iFood. Oui, tout à fait. Qui était une solution de fibres végétales utilisée en remplacement des sirops de sucre. Alors, expliquez-nous un peu comment aussi cette tendance Clean Label... disons que là, il y a deux choses qui se sont conjuguées au niveau du marché. Il y a non seulement la demande forte du Clean Label de la part des industriels, mais du consommateur final. Et il y avait aussi le côté amélioration nutritionnelle des produits. Et notamment, maintenant, sur les produits de grande consommation, on communique avec le fameux Nutri-Score. Donc, les industriels cherchent à avoir dans leurs produits finis, pour le consommateur, le point vert. Une note, voilà, le point vert, comme vous dites, la note A. Et donc, le Meltech est une solution qui permet d'améliorer cette notation Nutri-Score, d'améliorer le côté nutritionnel du produit fini, par un abaissement justement de l'apport calorique au travers de cette solution, puisqu'on est sur un sirop de fibres végétales. Et également, on va enrichir le produit fini en fibres. Donc on travaille sur les deux tableaux, l'abaissement calorique, l'enrichissement en fibres, pour améliorer le Nutri-Score. Mais le Meltech, ça va aussi plus loin, ça va au-delà, puisqu'on peut aussi, en fonction des applications, apporter de la fonctionnalité, comme apporter de la fraîcheur, du moelleux, dans les produits type produits de pâtisserie, en application pâte jaune par exemple, mais également en crème glacée, améliorer la sensation en bouche, améliorer le profil de fonte des crèmes glacées. Donc il y a aussi une approche technique au travers du Meltech. Très bien, donc on voit bien que dans le domaine des ingrédients, cette fois si on regarde un peu les tendances, les innovations récompensées au trophée illustrent les orientations, les tendances de consommation autour des solutions Clean Label, du goût, on en a parlé un petit peu, de l'amélioration nutritionnelle et, me semble-t-il, de l'origine France, on y reviendra peut-être après.
Alors, je boucle sur les différents secteurs représentés au CEFIA pour passer sur le conditionnement et l'emballage. Et là, je me tourne vers Gelt, qui va nous revenir sur toute une histoire, toute une aventure, on pourrait dire, autour du skin et de l'operculage skin. Là aussi, la tendance sur des emballages plus vertueux, on va dire, ne date pas d'hier. On s'aperçoit avec cette rétropécie sur les trophées. Expliquez-nous quel a été, Monsieur Lenormand, le parcours de Gelt sur ces thématiques. Vous aviez obtenu 2 trophées, je crois. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc l'innovation autour de l'emballage chez Gelt, ça existe depuis 38 ans. Pendant longtemps, l'innovation a été basée sur les demandes clients. À un moment donné, les clients venaient nous rencontrer, avaient des problématiques, cherchaient des solutions et on essayait d'y répondre. Une innovation au niveau emballage que tout le monde connaît, ça a été au début des années 2000, il y a 20 ans déjà, essayer d'avoir un emballage plus vertueux en remplaçant du plastique par du carton, pas en associant du plastique et du carton. Donc c'était de garder le même poids d'emballage en enlevant du plastique. C'est la barquette Charal, barquette d'hamburger, première application d'association carton-plastique. À l'époque, Charal avait eu l'Oscar de l'innovation avec ce produit auquel on avait participé. Je ne vais pas tous vous les citer parce que on pourrait y passer des heures à ces nombreuses innovations. Dans le début des années 2000, on s'est dit, après avoir inventé le ski en operculage il y a plus de 30 ans, à l'époque, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait redynamiser un petit peu tout ça en ayant un emballage skin plus vertueux. Et au lieu d'attendre une demande client, on s'est dit on va changer un peu de méthode de travail et on va essayer d'apporter une solution clé en main aux industriels. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'essayer de travailler une association carton-plastique, mais sur une plaque, pour faire du skin. Alors j'ai un exemple ici, parce que pour ceux qui ne la connaissent pas... de 2012, c'est ça? Alors celui-là, il date pas tout à fait de 2012, parce que même si on augmente la conservation du produit par le skin, il n'aurait pas tenu depuis 2012. Du coup, on a commencé à travailler ce concept en début des années 2010. C'est 2 ans de travail. Trouver des cartonniers qui veulent nous suivre, trouver des fabricants de films qui veulent nous suivre. On a trouvé, courant 2011, une société qui était en création, c'est Virgin Biopac, qui a bien voulu nous accompagner. Et on a donc présenté ça au Trophée de l'innovation en 2012 et on a eu le trophée. Alors on était contents. Ça apporte de la notoriété. Enfin, on pouvait mettre en valeur Gelt et le travail qu'on pouvait faire depuis de nombreuses années sur l'innovation. Mais ce n'est pas pour ça toujours qu'on a le succès commercial qu'on voudrait. On y reviendra. On en a parlé déjà un peu, le problème entre la bonne idée et le succès commercial. Mais il y a une fin heureuse à votre histoire, je crois. Tout à fait. Donc il faut être patient. L'avantage d'être chez Gelt, c'est qu'on est une société familiale. On sait investir sur du long terme. On n'a pas réussi à commercialiser. On a fait des essais, on a fait de la location, mais les clients n'étaient pas prêts, en fin de compte, à faire cette innovation de rupture. Aller vers un emballage plus éco-responsable, c'était pas l'époque. On a fait notre première vente en 2017. On a représenté ce produit-là sur le CFIA en 2018. Et bien nous a pris parce que suite à cette nouvelle présentation, tout le monde nous a suivis, surtout que nos brevets étaient tombés dans le domaine public, ils étaient assez anciens. Et tout le monde s'y est mis. Et à un moment donné, plus on est de sociétés à parler d'une innovation, et plus ça se développe. Et aujourd'hui, on en voit partout dans les magasins. Il a fallu quelques années entre le début du projet et sa viabilité commerciale, on va dire les choses comme ça. Tout à fait. Et après ? Après, on continue toujours à faire de l'innovation. Cette année, on présente quelque chose de nouveau, même si on n'a pas posé de dossier au trophée. On reste toujours dans l'optique de l'emballage, ce n'est pas l'ennemi public. L'emballage, il sert à quelque chose, il sert à protéger le produit alimentaire et à diminuer la perte des produits alimentaires. Ça coûte cher. Pour produire un produit alimentaire, on a besoin de beaucoup d'eau.
on a besoin de beaucoup d'énergie et il faut vraiment que ce produit alimentaire il soit consommé et pas gaspillé. Du coup, l'emballage il sert à ça, c'est le rôle premier de l'emballage. Maintenant, l'emballage aussi, il faut qu'il soit le plus vertueux possible. On parle de juste emballage depuis longtemps, diminution du plastique, avoir des monomatériaux, mais aussi aujourd'hui quelque chose de nouveau, c'est le réemploi. Donc on présente quelque chose de nouveau aujourd'hui sur ligne de la région, c'est de l'operculage de contenants inox réutilisables. Voilà. Donc, je vous invite à venir voir si ça vous intéresse. C'est également une première, une nouveauté. Du coup, s'ils sont réutilisables, ils sont consignés? On ramène le... Alors c'est un travail commun avec la société, une start-up, Bernie, qui va gérer justement la création de cet emballage. On les a accompagnés. C'est eux qui ont eu l'idée là. C'est pas une innovation de rupture de Gelt, c'est une idée de cette start-up qui ont voulu mettre en place justement la consignation. Okay. C'est en place dans certains magasins aujourd'hui. Il y a 3-4 magasins dans la région de Nantes qui commencent à utiliser le concept. Il faut que tout le monde se réhabitue, ça va prendre un peu de temps. Et les premières applications sont autour d'un filmage, où on va avoir une conservation sur certains produits de 2 à 3 jours. Et on apporte une solution de mise sous atmosphère protectrice pour augmenter la conservation à 10-12 jours sur un produit donné qui est la viande. C'est ouvert à tout un tas d'autres produits. Très bien, très bien. On vous souhaite beaucoup de chance pour ce nouveau produit. Alors, je termine le tour de table avec monsieur Jean-Philippe Varenne de Pakinov. On revient en 2016, l'année où vous avez gagné les trophées pour une conditionneuse rotative de yaourt. Et là aussi, c'est quand même... tout se joue dans le détail. Tout se joue dans le détail, mais c'est assez passionnant parce que finalement, l'objectif, c'était juste de supprimer le ballottement du liquide. Alors, et vous y êtes arrivé. Effectivement. Alors, c'est une innovation. Et c'est collaboratif également. Tout Donc, vous allez nous expliquer ça. Innovation qui vient d'un besoin de nos clients, les artisans et les industriels de l'agroalimentaire, qui veulent toujours plus de performance, une emprise au sol minimale pour leur équipement, mais conserver la performance, avoir des machines évolutives. Donc voilà, le cahier des charges, il est là. Et on est un peu avec un plafond de verre, puisque quand on fait tourner les pots à toute vitesse, le liquide a tendance à sortir. Et grâce à cette collaboration avec Omron, pour citer, donc un équipementier avec qui on travaille, Pakinov a mis au point en interne une machine qui a permis d'aller casser la vague, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à garder à plat le liquide, et donc on a pu aller beaucoup plus vite. On a gagné 50% de vitesse sur une machine conventionnelle. Ça a été une rupture, et c'est ça qui a été salué par la presse, par le jury qui nous a récompensés à cette période-là. Et la suite Alors la suite, ça s'est très bien passé sur le produit puisqu'on en vend. Donc là, elle s'appelle la RMD Nano. Vous pouvez même la voir sur le salon Hall 10 E38 pour ceux qui veulent la voir. On continue à la développer. On est allé beaucoup plus loin parce que maintenant on est à 60 coups minutes sur une machine qui fait encore une fois 1 mètre carré au sol en surface, ce qui fait vraiment des conditionnements de produits. On conditionne des produits sur vraiment des toutes petites surfaces d'emprise au sol. Avec tout ce que je vous ai dit en termes de performance. Et ça nous a aussi permis d'aller changer de technologie en interne et d'aller apporter à nos clients, parce que c'est ça qui est l'essentiel, des bénéfices nouveaux. La possibilité d'aller poser 16 formats, 26 formats, 30 formats sur une seule et même machine, grâce à toute cette automatisation, à toutes ces technologies qu'on a embarquées dans nos machines aujourd'hui. Et ça nous a permis de développer énormément d'équipements. Le jour même où on l'a présenté sur le salon, les grands directeurs techniques de l'industrie agroalimentaire sont tous venus. On ne les connaissait pas avant. Et ils sont tous venus, on a fait connaissance, et dans l'année, on a signé des lignes, alors celle-ci ou d'autres, dérivées de cette technologie-là. Et depuis, on a bien grandi, puisque... on a dû tripler en 10 ans notre chiffre d'affaires et depuis 2016, on a doublé donc le chiffre d'affaires et les équipes. On a un nouveau bâtiment flambant neuf depuis 3 ans. Donc je veux dire, la dynamique est superbe. On avait juste besoin d'être connu et ça a été un super tremplin, ces trophées d'innovation pour nous faire connaître. Et maintenant, ça continue. On fait 10-15 points d'augmentation par an sans faire de croissance externe, juste en venant sur le CFIA et en profitant de cette notoriété. Alors c'est formidable parce que vous faites ma transition sans que j'ai besoin
de vous le demander. Je lis dans vos yeux. Voilà, exactement. Et comme vous avez présenté tous, et encore bravo à chacun d'entre vous, parce que chacun dans son domaine, c'est quand même assez formidable, à la fois les idées, la ténacité, la créativité, la volonté de se mettre à plusieurs, de faire des collaborations avec des startups, avec des clients, voilà, donc je trouve que c'est vraiment formidable. Et donc, quand même, savoir un petit peu au niveau des trophées, quelle a été la dynamique, qu'est-ce que ça vous a apporté au-delà de la simple notoriété du moment, je dirais, à la fois en externe et peut-être en interne. Donc, vous nous disiez, Monsieur Varenne, que ça a vraiment boosté l'entreprise. Oui, en externe, j'en ai parlé, le résultat est là. En interne, c'est pareil, il y a une grande fierté dans l'entreprise. Pas qu'Innove, on aime innover, c'est dans notre ADN, c'est dans notre nom aussi. Et on continue. On aime ces challenges, on aime accompagner des problématiques clients et trouver des solutions. Voilà, de bousculer un petit peu les lignes. Je peux laisser la parole à mes... passez le micro à votre voisin. Voilà, on va faire dans le sens, là, cette fois. Du coup, et l'incidence des innovations Au niveau des trophées, est-ce que ça vous a apporté tant en externe qu'en interne? C'est vrai que nous, déjà, on aime dire que on tient l'équilibre par le mouvement, et que du coup, par la dynamique, et que du coup, l'innovation contribue à la dynamique. Donc, pareil, depuis 2016, on a dû un peu plus de doubler, parce qu'on était à 200 millions d'euros, on a fait un peu plus de 500, un peu plus de doubler. Après, est-ce que c'est simplement l'innovation? Je dirais non, mais c'est un élément qui contribue à la réussite. Mais le fond de tout ça, c'est capacité à pouvoir s'adapter, capacité à écouter, capacité à se remettre en question. Et puis avec le monde qui nous entoure, digital, mondial, ce qui est certain, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un signe blanc, c'est que la vitesse à laquelle on s'adaptera aux problématiques sera clé. Et du coup, pour le coup, l'innovation, ça vous force à faire ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas... chez nous, en tout cas, il n'y a pas une innovation qui se passe bien. Parce que le principe même, c'est que c'est nouveau. Donc, il faut industrialiser, il faut innover. Et que finalement, ça tient l'entreprise un peu en éveil. Et qu'en tout cas, ça nous entraîne, on va dire, pour combattre d'autres problématiques, peut-être plus clients, plus chiffre d'affaires, etc. Mais en fait... Ça nous entraîne pour la suite, on va dire, réagir rapidement sur des sujets complexes. C'est un peu notre mantra en tout cas. Mais vous êtes effectivement au rendez-vous régulièrement sur les candidatures de trophées. Ouais. Je pense qu'en interne aussi, ça doit challenger un peu les équipes. C'est vrai que cette partie, c'est un peu ce que vous dites, c'est une partie fierté évidemment. Et puis, c'est effectivement des groupes de personnes qui se mobilisent pour être capables de répondre en temps et en heure, parce nous, on a souvent des problématiques de délai, donc effectivement, il faut que le dossier soit déposé avant telle date, donc c'est vrai que ça nous force un petit peu, comme le Covid a pu le faire, à répondre en temps et en heure sur des sujets. Donc effectivement, c'est interne, et puis c'est effectivement vision de candidats qui voudraient rentrer dans l'entreprise, qui regardent également sur Internet et qui se disent, tiens, c'est une société qui bouge, et c'est vrai que l'image de l'entreprise du coup est extrêmement important. C'est important pour le recrutement, je crois que c'est vrai que toutes les personnes autour de la table doivent avoir les mêmes problématiques. Marque employeur, mais la marque employeur, je pense qu'effectivement ça contribue à la marque employeur, c'est évident. Ouais. Après, pas facile de le mesurer dans la réalité. Je sais que nous, l'innovation, c'est plutôt une dynamique, mais je pourrais pas vous faire un ROI sur l'innovation. Je sais pas. Il y a une part de dynamique qui est non mesurable. Laissons tomber le ROI pour cette fois. Non, mais ce que je veux dire, c'est... soyons fous. Non, mais il faut avoir la capacité d'avoir une entreprise qui puisse faire ça. Si chaque fois vous faites un projet, il faut un ROI, vous êtes mal barré sur l'innovation. Mais de ce que j'ai compris ici, les entreprises sont dans cette logique-là. Tout à fait, ok. Très bien. Dans les domaines des ingrédients, oui. Alors, beaucoup de choses ont été dites, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'en interne, c'est vraiment une motivation. Ça montre que chacun dans la chaîne a son importance. Et c'est une énorme satisfaction que d'avoir remporté les trophées de l'innovation.
c'est vraiment une valorisation du travail d'équipe au sein de l'entreprise. Pour moi, ce qu'on a vécu chez AMI, c'était ça. Et puis bien entendu, à l'extérieur, on l'a dit, ça a permis d'asseoir une image au niveau de l'entreprise, une dynamique, de faire parler de nous. On est une petite PME, l'activité ingrédients donc est récente chez AMI, on s'est vraiment lancé à partir de 2015, donc ça nous a permis à l'extérieur d'avoir une bonne visibilité, et puis justement cette image de la société qui veut aller de l'avant et qui cherche à apporter des solutions vraiment aux clients en fonction des contraintes du marché, du contexte actuel. Et chez Limagrain Ingrédients, peut-être une autre type d'entreprise, puisque oui, alors nous, vous êtes adossé à une coopérative. On est adossé à une coopérative, on est 10 000 salariés. C'est vrai que nous, l'innovation, ça fait partie des 3 valeurs clés du groupe. Donc, on dépense à peu près 17% du chiffre d'affaires dans l'innovation, dans la recherche et le développement. On a 30% de nos effectifs qui travaillent dans la R&D. Et c'est vrai que notre signature, je l'ai dans le dos, vous ne la voyez pas, mais c'est Naturally Innovating, donc on est vraiment dans l'innovation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces domaines. On a aussi dans l'entreprise des fiches innovation. Chaque salarié peut proposer des idées. On essaye de travailler. Tout le monde peut faire l'innovation finalement. Open Innovation. Comment ? Open Innovation. Open Innovation. Alors on ne dit pas oui à tout bien sûr, mais on a le droit en tout cas de proposer. On peut mettre son petit papier dans l'urne. On peut voter, on peut faire des petits papiers dans l'urne. Et c'est vrai qu'après, en satisfaction interne, c'est super de pouvoir avoir un trophée. Nous, on travaille beaucoup avec l'amont, donc c'est aussi la récompense des chercheurs, des agriculteurs, et on a toute la filière derrière nous quand on peut gagner un trophée. Et puis en interne, je pense que ça booste aussi toutes les équipes qui travaillent tous les jours sur ça, et puis c'est une très belle récompense. Ouais. Monsieur Normand, pour Gelt. L'innovation est un moteur de développement. Chez Gelt, je vais donner 3-4 chiffres rapidement. Les 20 premières années, c'est 2 embauches par an. Les 10 années suivantes, c'est 20 embauches par an. Les 3 dernières années qui viennent de passer, c'est 50 personnes qui ont été embauchées par an. On est 350 personnes. Avis aux candidats, nous sommes filmés en live et replay. Donc, il y a des postes à pourvoir. Il y a des postes à pourvoir. Dans tous les domaines. Dans tous les de l'étude, de l'usinage, de la chaudronnerie, de la R&D. Donc c'est du Made in Bretagne 100%. Tout est fait sur Quimperlé. Maintenant aussi, l'innovation, c'est quoi ? C'est 80% de ce que l'on commercialise aujourd'hui n'existait pas il y a 10 ans. C'est aussi pour ça qu'on réussit à aller de l'avant, c'est parce que justement, on propose des nouvelles solutions. Andrés, Laurence, votre avis sur l'impact des trophées en interne, je crois que je vais rejoindre ce qui a été dit avant. C'est vrai que c'est une grosse fierté en interne, clairement. D'autant plus qu'en mesure de température, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on puisse innover. Vraiment, c'est un paramètre tellement basique, on se dit, voilà, tout le monde sait faire de la température, il y a de nombreux fabricants de température. Et je pense que justement, ça nous a apporté aussi une notoriété dans le domaine de la température, parce qu'on est plutôt connu, notre cœur de métier, c'est plutôt la démimétrie, la mesure de niveau. Et c'est vrai que ce paramètre que tout le monde, entre guillemets, peut faire, on pourrait croire que voilà, il n'y a pas possibilité d'innover, et voilà, on a montré que c'est possible. Ouais. Et c'est une mesure qui est à la fois permanente, constante dans toutes les usines. Exactement. Donc c'est vraiment une autosurveillance en continu du process, et ça permet vraiment aux industriels vraiment de fiabiliser leur process et d'avoir une meilleure confiance dans la mesure, ouais, clairement. Ouais. Donc là, clairement, ça vous a permis d'avoir en fait un éclairage sur un domaine sur lequel vous étiez peut-être un peu moins connu. Tout à fait. Donc, moi je le lis comme ça, en effet. Plus la débimétrie, et là on est sur de la mesure de température. C'est ça. Et après, en interne, nous, nos équipes R&D, elles sont en Allemagne, nos usines. Et je pense que pour toutes ces équipes qui ont bossé dessus pendant plus de 10 ans, parce que c'est vrai que c'est une innovation qui a nécessité beaucoup d'années par rapport à des capteurs traditionnels qu'on développe, je pense que c'était une belle récompense pour eux aussi. Ouais. Voilà. Et on remercie aussi nos clients
qui jouent le jeu aussi, de tester nos prototypes pendant tous ces stades de développement. Ouais. Sans eux, on n'arriverait pas jusqu'au bout. Ouais. Voilà, vous avez, vous, une manière de fonctionner où les clients, en fait, sont associés au... C'est ça, à un moment donné, au cours du développement, on fait tester nos prototypes, en fait, vraiment sur le terrain pour justement s'assurer que ça convient, que ça répond vraiment aux attentes des clients et que c'est fiable, surtout en conditions process réelles. Ouais. Très bien. Monsieur Michaud, pour Conceptogramme, donc l'importance des trophées en interne, en externe, comment ça fait évoluer, grandir l'entreprise, pas seulement les trophées, l'innovation. Oui, l'innovation en soi. Vous êtes sur les machines spéciales. Oui. On commence à avoir des standards aujourd'hui, mais c'est vrai que les équipes en interne, forcément, ça a boosté. Je rejoins un peu tout le monde. Hein, c'est une motivation. Les gens, du coup, s'impliquent plus et ont envie d'aller de l'avant, ont envie de lancer des nouvelles machines. On en a une sur le stand là, qui est assez innovante, qui est un système de remplissage qui fait du liquide et de la poudre en même temps. Et du coup, ça permet de toujours avoir des nouvelles machines à proposer. Aujourd'hui, nous, notre problématique est plus de standardiser, où on peut trouver des clients en reproduisant toujours les mêmes machines. Là, on y vient. Donc, il commence à y avoir cette notoriété aussi. Donc, l'objectif de développer, c'est toujours d'aller chercher quelque chose de nouveau pour les années futures, quoi. Donc, les trophées d'innovation et le CFIA nous ont amené beaucoup par rapport à ça. Et moi, j'ai démarré à zéro ici, j'étais tout seul. Donc, maintenant, voilà, c'est complètement différent. Les 5 dernières années ont changé un peu les choses. C'était les 10 premières années les plus difficiles pour moi. Et là, vous êtes combien ? Maintenant, on passe à 12. Voilà, 12 personnes. Il y a du potentiel. Et puis, des machines nouvelles, on travaille toujours sur les machines pour demain, quoi. Voilà. Alors vous êtes tous formidables parce que vous me faites mes transitions sans que je n'ai rien à vous demander. C'est formidable. C'est incroyable. Parce que justement, une des questions à venir, c'était de vous interroger, puisque vous êtes les représentants des innovateurs, des fournisseurs innovateurs, savoir un petit peu, vous, tel que vous sentez les choses, en termes de tendance, en termes d'innovation, qu'est-ce que vous sentez pour demain ? Pour notre marché, à nous, moi, par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est dans le gaspillage alimentaire. De ce qu'on a développé aujourd'hui avec les équipes, c'est une machine qui arrive à maintenir les produits en froid, en fait, en négatif. Il y a eu 2 ans de travail. Là, c'est pareil, on a fait un petit peu comme vous, et c'est un client qui a testé. Et du coup, le recul, on l'a au bout d'1 ou 2 ans, et parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis des corrections, forcément. Et je suis persuadé que c'est des machines qui vont voir le jour d'ici demain. Idem, associer des caméras à nos systèmes pour la sécurité alimentaire. Toujours pareil dans l'aspect sécurité. Donc qui sont à voir le jour aujourd'hui, quoi. Alors effectivement, cette histoire de collaboration industrielle équipementier, Laurence, vous allez me confirmer, qui est tout à fait dans les habitudes en Allemagne, par exemple. On sait qu'en France, c'est un peu moins habituel. Et effectivement, c'est important. Et dans le domaine de l'instrumentation, ça c'était une parenthèse, dans le domaine de l'instrumentation, comment vous voyez les choses ? Je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de l'industrie connectée, du 4.0. Oui, tout à fait. Hein. C'est dans l'air du temps. Nos clients, en effet, sont à la recherche de nouveaux moyens aussi pour récupérer plus de données, pour aussi les récupérer sans fil, à distance, avec des solutions cloud ou avec des connexions Bluetooth pour configurer les appareils, le Wi-Fi. Donc c'est vrai que ça, ce sont des innovations aussi qu'on développe pour répondre à cette demande, oui, de connectivité, ouais, tout à fait. Dans tous les domaines, cette fois, c'est ça, ouais. Dans le domaine du conditionnement, donc, on a vu que on a été longtemps dans des préoccupations de praticité, qu'on va de plus en plus vers des préoccupations environnementales. Comment vous voyez évoluer la demande et vers quoi tend l'innovation
dans le conditionnement, dans les machines de conditionnement, machines ou consommables d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation et il n'y a pas d'évolution d'emballage sans les machines, mais également sans les fabricants d'emballage. Aujourd'hui, ces innovations sont un travail collaboratif et tout le monde se cherche. Donc, sur nos machines, notre objectif est d'apporter des solutions qui soient le plus polyvalentes possible et le plus évolutives, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Il faut que les machines puissent avoir une seconde vie pour justement être réemployées elles-mêmes. On veut réemployer les emballages, mais il faut réemployer les machines plutôt que de les remplacer. Donc c'est l'outil aujourd'hui, c'est sur ça qu'on travaille. Les machines réemployer les machines, oui. Oui. Elles ont été conçues pour aujourd'hui faire du skin sur du carton, mais demain, ça sera quoi le nouvel emballage? Est-ce que ça va être des monomatériaux qu'on pourrait classer de plastique, mais qui viennent de protéines végétales, qui viennent des algues? On ne sait pas. On participe à tout un tas de projets de développement, et il faut que nos machines soient évolutives pour aller vers ça. Donc plus de flexibilité des machines. Plus de flexibilité pour qu'elles puissent traiter différents types d'emballages en même temps et pour qu'elles puissent évoluer demain pour pouvoir traiter les nouveaux modes d'emballage. Le nouveau mode d'emballage, operculé, un contenant en inox, il y a 2 ans, je ne sais pas si on avait parlé de consignes, je ne suis pas sûr que ça aurait eu une oreille attentive à beaucoup de monde. C'est aujourd'hui beaucoup plus dans l'air du temps. Je vous remercie. Et alors, dans le domaine des ingrédients, comment vous voyez l'avenir? Vers quoi se porte l'innovation L'avenir, c'est d'essayer d'être en phase avec ce que les consommateurs veulent. Donc, ils veulent beaucoup de choses quand même. Ils veulent beaucoup de choses. Quelquefois un peu contradictoires. Oui, nous, on pense que c'est d'aller vers des produits naturels, vers des produits simples. C'est nettoyer les étiquettes des produits agroalimentaires. Et puis, c'est aussi produire pas très loin, parce qu'on se rend compte que quand on produit un peu loin, c'est des fois compliqué. Donc, on monte des filières, on essaye de pérenniser aussi des débouchés et puis de travailler au maximum avec des matières premières locales ou françaises. Donc, vous pensez que le local est quelque chose qui peut s'installer durablement malgré toutes les contraintes? Je ne sais pas, on a bien vu avec le Covid, ça a quand même fait un rebond sur les filières courtes. Maintenant, comme vous dites, les consommateurs, ils changent. Il y a peut-être encore quelque chose qui nous attend, qui va encore bouleverser tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, les filières courtes, elles fonctionnent bien. Et puis pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde peut-être quelque chose qu'on peut trouver vers chez nous. Donc voilà. En tout cas, nous, on pense comme ça. Monsieur Pierron. Oui, il y a effectivement les filières courtes, la production locale. Et puis il y a aussi, comme vous le parliez, comme vous le disiez, parfois des tendances consommateurs qui sont opposées, mais qui sont quand même là. Et donc aujourd'hui, avec le changement climatique, même derrière les ressources qui ne sont pas inépuisables, eh bien, on réfléchit de plus en plus à essayer de trouver des nouvelles sources d'alimentation. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on entend parler de farines d'insectes qui peuvent arriver en nutrition humaine. Donc je pense que oui, l'innovation pour demain, c'est effectivement le local, c'est le Clean Label qui sera toujours là, mais aussi essayer de répondre à la demande enfin surtout l'offre de matières premières qui ne sera plus forcément là. Alternative. Voilà, d'alternatives à notre alimentation, on va dire, traditionnelle, la viande, etc. Parce qu'on entend aussi parler aujourd'hui de flexitarisme. Donc les gens mangent moins de viande, ils n'arrêtent pas de manger de viande, mais ils mangent moins de viande. Et ils essayent de trouver, pour combler leur baisse de consommation de viande, des solutions qui s'en rapprocheraient, par exemple. Donc je pense qu'il faut aller aussi vers cette piste d'habitude de consommation liées à une évolution des mentalités et puis au fait que les ressources, et notamment avec les changements climatiques, ne seront pas forcément à la hauteur de la population mondiale qui grandit elle aussi. Très bien, je vous remercie. Monsieur Marcel, pour comment vous voyez les choses en termes de tendance, innovation dans le domaine qui est le vôtre?
Moi, je voudrais juste insister sur, alors pas tant la direction des innovations, mais sur comment on fait de l'innovation. Ah oui. Et je réagis juste quand vous avez dit les industriels français peut-être participent moins que des industriels allemands. Enfin, oui. Et je suis pas d'accord, moi. Très bien, j'adore. C'est mon point de vue, mais en tout cas, nos industriels français sont extrêmement ouverts à ce qu'on puisse venir tester des innovations chez eux. Ça, c'est le premier point, à mon avis, qui est quand même important de noter. Deuxième point, d'habitude, on fait du bashing État, mais le CIR, 30% de participation, est de notre point de vue extrêmement vertueux pour l'innovation. Le CIR, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais en tout cas, c'est un sacré plus pour des sociétés, des ETI, des PME. Donc ça, c'est le deuxième point. Et moi, où je vois la difficulté, c'est pas tant de savoir où on va aller, mais comment on va y aller. Et en tout cas, peut-être ce qui nous manque en France, c'est capacité à monter des filières où on est capable de travailler ensemble, tout en s'aidant sans étant inquiet du voisin. Et, travailler ensemble, c'est-à-dire dans le même secteur non, mais c'est souvent une innovation, c'est pas la maîtrise simplement du conditionnement, c'est capacité à mesurer de la température en continu, c'est capacité à faire de l'automatisme, c'est capacité, enfin je suis pas un spécialiste, mais je m'imagine, et du coup ça divise, enfin je vais parler de nous plutôt, notre difficulté c'est on n'est pas capable de maîtriser tous les métiers. Donc c'est soit vous faites des bêtises, ou soit vous allez chercher des compétences où elles sont. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le made with, c'est capacité à innover mais pas seul. Donc on va chercher des compétences où elles sont. Et donc on essaie de monter des consortiums, équipes. En fait. Alors ça peut être une équipe de France ou pas équipe de France, ça peut être avec la French Fab ou pas la French Fab, mais vous voyez, la notion de monter en équipe et d'être capable de proposer, de mon point de vue, c'est ce qui nous manque pour accéder vraiment à l'innovation. Enfin, c'est peut-être à travailler, on va dire, hein, puisque la France est importante. On a le début d'un club. Ouais, là, c'est parti. Donc voilà. Donc, non, mais pour vous répondre, c'est plutôt comment on le fait plutôt que de où on va. Ouais. Je vous laisse, Monsieur Vannes, continuer. Oui, merci. Pour compléter, je suis en accord avec ce qui a été dit. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a cette notion de performance et d'évolutivité. Les machines, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça bouge tellement vite. Donc il faut qu'on ait des choses qui soient vraiment évolutives, qui soient open quelque part. J'ai juste rajouté, plus que la technologie, plus que tout ce qu'on a dit, je pense qu'il y a d'autres innovations, d'autres types d'innovations, notamment sur les modèles économiques. Et dans ce partenariat avec nos clients aujourd'hui, si on veut aller plus loin, plus vite, plus haut, si vraiment il y a peut-être des choses à apporter et que ça vienne de nous pour qu'on casse un peu les codes. Je vais prendre un exemple chez Pakinov, on va travailler par un grand groupe industriel. Le moment où il passe en revue pour le budget, ça se décide, ça se met en place, etc., on se retrouve au bout de 2 ans. C'est des temps qui sont infiniment longs à notre échelle à nous. On est capable maintenant, aujourd'hui, de par notre taille, de leur apporter des solutions innovantes dans les moyens économiques, dans les modèles économiques, et de bypasser, j'allais dire même la direction des grands groupes, et d'aller mettre en place des solutions avec eux de manière immédiate, très rapide, pour qu'ils puissent tester leurs produits, tester des nouveaux ingrédients, tester une nouvelle façon de présenter des produits. Et grâce à ça, on peut aller voir si le marché passe. On partage des risques ensemble, on est partenaires. Et ça commence à mordre. J'ai été surpris, je pensais que c'était plutôt les artisans, les entrepreneurs qui partiraient, mais maintenant c'est les grands groupes qui nous accompagnent et qui disent « votre truc, ça m'intéresse, n'en parlez pas à mon patron » et hop, on y va. Très bien, très bien. Alors pour terminer ce tour de table, déjà, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je continue sur ma lancée. Non, c'est l'heure de l'apéro bientôt. Hein, c'est ça. Il faut tenir encore 5 petites minutes avant d'aller boire. Peut-être, alors ce n'est pas un exercice facile et on a dit déjà beaucoup de choses très intéressantes, mais peut-être résumer sur la recette de l'innovation. Ça va être difficile. Oh là là, vous ne vouliez pas cette question. On a des... Allez, lancez-vous, on est entre nous. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'une innovation, avant tout, ça doit bénéficier aux clients. Donc, ce n'est pas ce qu'on a, nous, dans notre tête depuis toujours. On a envie, on est sûr que ça va marcher. Il faut le confronter au client, il faut lui en parler, il ne faut pas hésiter à échanger. Et puis, c'est même parfois lui qui va dire « Non, mais j'aimerais bien qu'on fasse ceci ou cela ». Et ça va créer une bonne idée. Voilà, ça doit partir, c'est pour le client.
que ça soit un client comme un industriel ou un client final, quelqu'un qui va goûter les produits et qui va derrière vouloir vraiment apprécier ou retrouver dans l'étiquette, j'ai compris, quelque chose de sain, quelque chose de naturel. Oui. Moi j'aime bien l'innovation, c'est Mark Twain qui dit, un jour quelqu'un qui ne savait pas que c'était pas possible, il l'a fait. Pour moi c'est ça l'innovation. C'est oser. Ouais, c'est oser, mais c'est surtout, oui, des fois, pas trop se poser de questions, et puis il faut y aller, et puis à la fin, ça fonctionne. Il ne faut pas trop faire de rationalité. Ouais. Il y a une part de folie, c'est sûr. Ouais. Ah ben on est rassurés, alors ça va. Non, mais le droit à l'erreur est important. Hein. Parce que si on doit tout réussir, on ne serait peut-être pas là. C'est prendre le risque, oser et avancer. Tout à fait. Monsieur Pierron. Non, c'est bien résumé. Voilà, faut prendre des risques, oser. Oui, c'est ça, être innovant. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter là. Je sèche. Non, je dirais peut-être aussi quand même. On parlait de l'échange avec le client et dans l'innovation, pour moi, il y a quand même en amont bien ciblé le marché sur lequel on va aller. À la fois cibler les contraintes du client quand même, parce que moi je dis toujours, ça ne sert à rien de lui proposer une Rolls-Royce s'il a besoin que d'une Mégane. Donc voilà, et souvent quand on veut faire de l'innovation, on part avec à l'esprit, je vais proposer une Rolls-Royce au client. Mais non, c'est pas forcément ça, l'innovation en tout cas, pour moi. Voilà, donc je pense que voilà ce que j'ai pu apporter. Merci. Moi, je rajouterais peut-être une petite chose. Pour moi, l'innovation, c'est être aussi au bon moment, sortir un produit au bon moment. C'est vrai que j'ai en tête un produit qu'on a proposé au CFIA l'année dernière. On aurait peut-être dû le proposer cette année. On était peut-être un petit peu en avance. Donc c'est aussi, oui, c'est ça. C'est compliqué parce qu'il faut innover, il faut beaucoup de temps. On a dit qu'il fallait beaucoup d'années pour innover. En même temps, il faut arriver à proposer le produit quand le consommateur ou les clients sont prêts à bon timing. Voilà, à l'acheter. Monsieur Normand, le Normand. Alors pour moi, pour conclure, ce serait l'innovation, ça doit être collaboratif. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais collaboratif avec nos partenaires fabricants de composants, avec nos partenaires fabricants de films plastiques, de carton, d'inox, mais c'est aussi avec nos clients, bien sûr, parce qu'il faut tester, et avec les institutionnels qui vont nous accompagner, ça soit, je peux en citer, je ne vais pas tous les citer, mais ce soit Valorial, en tout cas en Bretagne, ce soit l'IGPRAC, ce soit les centres techniques également qui nous aident beaucoup, l'ADRIA, le CTCPA, et l'État qui nous aide aussi, parce qu'on parlait de CIR, et sans ce CIR, aujourd'hui, il y a certaines innovations qu'on ne pourrait pas faire. Malgré que l'innovation chez nous, depuis 4-5 ans, c'est aussi la frugalité. C'est chercher des solutions d'innovation en étant simple et en structurant les choses de façon étonnante, parfois. Il faut oser. Laurence Meribé, pour conclure. Moi, je dirais que l'innovation, il faut qu'elle réponde vraiment à un besoin concrètement, que ce soit quelque chose qui permette en effet d'apporter de la valeur ajoutée aux clients et oui, qu'on puisse répondre en effet à ces problématiques voilà, du moment. Et Monsieur Michaud? Moi, c'est pareil. Enfin, je rejoins un petit peu tout ce qui s'est dit là. C'est oser aussi. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les clients, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, et d'essayer d'amener des solutions simples, effectivement, pas des solutions trop tordues, avec lesquelles, effectivement, il y a un avenir, quoi. Voilà. Très bien. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour vos témoignages très intéressants. Et puis voilà, un nouveau club collaboratif est né ce soir. Merci encore et bravo au CFIA, 25 ans d'innovation, 25 ans de CFIA. Au revoir, à bientôt.